Donc nous nous retrouvons ce soir pour notre soirée qui est intitulée « Se situer ». C'est le premier grand pilier de cette vision anthropologique qui va nous permettre ensuite de conduire l'action. Pour conduire l'action, d'abord, nous avons besoin de nous situer. Paul Valéry dit « Un esprit en marche, c'est un esprit qui s'est situé ». Et là, il y a plusieurs dimensions que nous allons voir dans cette soirée, mais il y en a une qui est très importante, c'est le fait de nous situer dans l'histoire, de situer notre histoire avec un petit h dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire dans une société où nous sommes confrontés à de grands bouleversements, qui concernent d'abord l'organisation de notre économie, de notre écologie, de l'oikos, c'est-à-dire finalement de notre relation avec le milieu, avec la nature. Nous voyons des grands bouleversements aussi du côté de la compréhension qu'on peut se faire de la technique. La technique, c'est pas seulement une série de découvertes les unes après les autres. Nous avons un enjeu qui est de remettre ces techniques au service de l'homme. Nous avons également des changements dans nos modes de vie, dans nos mœurs, qui vont concerner de façon détaillée nos modes de consommation, nos modes de transport. Là, nous voyons bien qu'il y a de grands bouleversements en perspective. Et enfin, nous avons un quatrième niveau très important qui est notre récit collectif, c'est-à-dire comment est-ce que nous voyons ensemble cet avenir et ce futur. Et on peut dire ici qu'on peut faire le constat qu'en Europe, le discours s'est morcelé. On n'a plus un seul discours, on n'a pas une vision on va dire qu'on peut porter, et nous avons cette question de reconstruire un discours cohérent qui nous permet d'aborder tous ces changements qui aujourd'hui nous déstabilisent. Tous ces points dont nous pouvons constater des menaces, qu'elles soient environnementales, sociales, militaires. Tous les jours, nous voyons ça dans le journal et nous nous posons la question de savoir quel sens ça a. Alors nous pouvons soit nous replier, revenir sur nous et nous mettre plutôt dans une logique de peur, ou bien nous pouvons essayer de nous déployer pour nous dire finalement de réinterpréter ce cadre. Et là, il y a deux manières de faire. Ou bien je suis en train de me caresser la barbiche et j'essaye d'imaginer, qu'est-ce que ça va donner. Alors je vais dire, les civilisations disparaissent. Est-ce que cette civilisation va disparaître ou pas disparaître? Là, je reste un acteur extérieur. Ou bien je suis dans le récit, je suis dans l'histoire, et là je dis, voilà ce qui est en train de se passer. J'arrive à poser une interprétation sur ce qui se passe pour lui donner un sens constructif et positif, et nous situer dans une perspective assertive. C'est pas uniquement de regarder, de sonder la lune, les étoiles, les astres. Il s'agit de dire voilà ce que nous attendons, voilà ce que nous sommes en train de construire, et voilà comment nous sommes en train d'interpréter les faits qui tombent autour de nous et qui nous déstabilisent d'abord, qui nous mettent en désarroi. Alors pour arriver à construire ça, c'est là que la méthode que propose finalement cette session du CAP 360 est très importante. C'est que effectivement nous proposons d'avoir un soubassement anthropologique, et c'est celui-là, c'est une certaine vision de l'homme qui va nous permettre de nous orienter. Parce que nous ne partons pas de nulle part, nous partons d'une humanité qui a ses caractéristiques et que nous voulons conduire et avec lesquels nous pensons l'avenir. C'est nous, cette humanité, mais en même temps, nous avons besoin de la définir pour pouvoir savoir dans quelle direction nous engager. Par exemple, si on nous propose un super projet en nous disant voilà l'avenir, nous le voyons de telle et telle manière, et en particulier, nous allons transformer l'homme pour pouvoir le doter de capacités de puissance nouvelles avec la technologie, etc. Et là, vous voyez, nous avons besoin de savoir ce que nous faisons de cette proposition. Et c'est là que nous mettre dans une anthropologie comme celle qu'a définie le courant pour une écologie humaine, nous aide à construire notre point de vue. Alors, une fois que je suis dans cette perspective anthropologique, se pose la question de savoir, quel est, comment je peux arriver à construire un regard bienveillant. Nous voyons bien que tous les jours aujourd'hui, les conflits s'exacerber. Nous voyons des groupes qui se polarisent. Et je dirais tous les conflits par nature ont un caractère structurant. Ils veulent nous placer en pour et en contre. Donc, comment reconstruire finalement quelque chose qui soit dans la bienveillance? Donc ça, c'est un premier défi, c'est construire un récit pour cet avenir qui nous place dans une situation de bienveillance à la fois par rapport à ce qui a été fait, même si ça doit changer, et en bienveillance par rapport aux autres avec lesquels nous devons construire un monde demain. Deuxièmement, la question de l'ambition, très importante. Quelle ambition mettons-nous par exemple autour de la transition énergétique par exemple? Est-ce que c'est seulement un problème technique à régler, ou est-ce que c'est l'occasion de régler des problèmes beaucoup plus profonds, comme par exemple le devenir, on va dire, de la solidarité humaine? Nos sociétés fabriquent de l'injustice, on le voit bien, de l'isolement. Comment pouvons-nous, à la faveur de cette transition énergétique, prendre en compte ces dimensions, de solidarité? Et enfin, dernier élément, regard positif, c'est que
Cette transition nous fait passer d'une société où, on va dire, la stabilité est basée sur les institutions, sur le développement, sur l'argent, à quelque chose où elle revient dans la main de l'homme. Il y a très longtemps, il y avait des sociétés féodales qui étaient basées sur le lien humain. Quand un homme mourait, il fallait tout reconstruire autour de lui. Il n'y avait pas une continuité institutionnelle. La continuité était donnée par la reformation de liens. Aujourd'hui, nous revenons vers effectivement ce que Tugdual Derville appelle le temps de l'homme, c'est-à-dire que chacun d'entre nous sommes appelés à co-construire cette société de demain, mais dans laquelle l'être humain sera au centre ou il ne sera pas. Donc voilà, un chantier pour nous. Moi, je vous ai proposé les termes, quelques éléments d'interrogation et de réflexion pour construire ce récit, mais je pense que nous avons tous à construire ce récit et ça fait vraiment partie de notre calage qui nous permet de nous situer pour pouvoir nous engager dans l'action. Alors oui, je suis heureuse de vivre parce que j'aime la vie, que je trouve qu'elle vaut la peine d'être vécue. Alors, je m'appelle Claire, je suis porteuse d'un handicap qui s'appelle le spina bifida, qui est une atteinte à la moelle épinière. Et j'ai la chance de marcher, alors que beaucoup ne marchent pas forcément. Tourner vers les autres permet de se décentrer et permet de ne pas penser qu'à soi. Et permet aussi de rencontrer des personnes qui ont parfois souvent des handicaps plus importants ou des mal-être qui font qu'ils n'ont pas la joie de vivre et que du coup j'aime bien leur transmettre ma joie de vivre et de leur dire que la vie vaut la peine d'être vécue même si on est différent. Mais on est tous uniques, donc on est tous uniques et on a tous quelque chose à apporter aux autres par ce que nous sommes et ce que nous vivons. Alors c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans l'accueil de la différence et que c'est vrai que quand on a un handicap, eh bien on n'est pas forcément accueilli. Il faut qu'on se batte quand on a un handicap. Il faut se battre pour pouvoir avoir une place dans la société. On a vraiment tous besoin les uns des autres et on a tous la possibilité de donner mais aussi de recevoir. Parfois, même régulièrement, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et là, je demande. Et alors, depuis quelques années, j'ai un ami qui a un léger autisme et qui conduit. Et eh bien, ce garçon, eh bien, je lui demande de faire mes courses. Parce qu'en fait, de par son autisme, il a des habitudes. Et toutes les semaines, de toute façon, quoi qu'il se passe, il va faire des courses. De temps en temps, quand j'ai besoin, je lui dis, est-ce que tu peux faire cet achat pour moi, cet achat pour moi? Et alors il est vraiment heureux de le faire. Et je pense que pour lui, c'est une raison d'être. Parce que je dédramatise beaucoup de choses en fait. Pour moi, il n'y a pas beaucoup dans ma vie au quotidien, il n'y a pas de drame. Il y a des choses un peu difficiles à vivre, mais il n'y a pas de drame. Et ça, c'est un vrai cadeau pour moi. Ce que l'on entend par transcendance, c'est ce que le mot dit très simplement. Ça vient d'un verbe latin avec un préfixe, trans, qui signifie aller au-delà, et scendere, qui signifie grimper. Donc ce qui est transcendant, c'est ce qui nous dépasse par le haut. Non pas ce qui court plus vite que nous, mais ce qui nous surplombe. Un peu comme, je ne sais pas, une montagne nous domine au sens
de l'image que contient le verbe dominer, non pas contrôler, non pas commander, mais être simplement plus haut, plus grand. Donc ce qui est transcendant, c'est ce qui nous dépasse, mais en même temps, ce dans quoi nous sommes, pour ainsi dire, contenus, puisque nous sommes à l'ombre de cette gigantesque montagne qui nous dépasse. Nous sommes d'une certaine manière réduits à une conscience de notre petitesse, mais en même temps nous sommes portés, nous vivons au flanc de la montagne en question. Donc la transcendance est à la fois ce sur quoi nous n'avons pas barre, ce sur quoi nous ne pouvons pas contrôler, et ce qui nous pose, ce qui fait ce que nous sommes. C'est une bonne question de se demander à quoi ça sert finalement, la transcendance. Même si nous ne sommes pas les juges en dernier recours, même si nous n'avons pas à nous procéder sur la légitimité de la nature, et encore moins s'il existe un Dieu, sur la légitimité de Dieu. Nous avons à les accepter. Nous avons à constater leur présence et leur souveraineté. En revanche, c'est une bonne question de se demander quelles sont les conséquences de cette acceptation d'une transcendance qui à la fois nous dépasse et nous constitue, qui fait de nous ce que nous sommes. L'acceptation, la prise en compte d'une transcendance nous permet de répondre à la question de savoir, une question apparemment tout à fait naïve, voire académique en première instance, la question de savoir s'il est bon que nous existions. Nous n'avons pas besoin d'une transcendance lorsqu'il s'agit de fournir une description de la réalité. Ça s'appelle maintenant, spécialement depuis Galilée, disons, depuis le XVIIe siècle, ça s'appelle la science. La science n'a pas besoin d'invoquer le recours à des principes transcendants. Elle se passe très bien de l'idée de la nature, qui pour elle devient simplement le nom commode, le fourre-tout dans lequel elle installe tout ce qu'elle décrit, tout ce dont elle formule la loi, formulation qui se fait dans le langage mathématique rigoureux. Nous n'avons pas non plus besoin de la transcendance pour nous organiser entre nous. Ça s'appelle la politique, ça s'appelle la vie sociale. Nous pouvons très bien nous contenter d'essayer de minimiser les frictions qui peuvent se produire lorsque des individus se rencontrent, des individus qui ont des intérêts, des passions, des goûts, des volontés différentes. Nous pouvons très bien y arriver si nous nous contentons d'une sorte de gentleman's agreement, disant bon, je ne vous égorge pas, mais vous en revanche, vous ne m'égorgez pas. Je ne vous vole pas, si vous en revanche, vous respectez ma propriété. Je ne vais pas vous piquer votre petit ami, si vous en revanche, vous laissez la mienne tranquille. On peut arriver à tout cela en restant, disons, dans le contraire de la transcendance, ce qu'on appelle l'immanence. Donc on peut avoir des réponses immanentes à cela. En revanche, il y a quelque chose pourquoi nous avons besoin d'une transcendance, c'est justement la légitimité de notre propre existence. Légitimité dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle pourrait apparaître comme une question purement académique, mais qui devient, depuis quelques dizaines d'années, une question brûlante. Nous nous demandons en effet de plus en plus s'il est vraiment bon
qu'il existe quelque chose comme l'espèce humaine sur la Terre. On entend des voix qui nous disent nous sommes, nous autres hommes, l'espèce la plus dangereuse qui soit. Nous sommes bien pires que les fauves qui restent au moins dans leur niche écologique, puisque nous voulons tout. Nous voulons tout le terrain, nous voulons toutes les ressources de la planète, ressources que nous dépensons, planète que nous salissons. Donc peut-être n'est-il pas si légitime que nous soyons là. Cela se complique encore si l'on s'interroge sur la nécessité dans laquelle nous sommes en tant qu'êtres biologiques de nous reproduire pour que l'espèce continue. Chacun de nous, chaque individu va devoir un jour faire valoir ses droits à la retraite, et à une retraite définitive, 6 pieds sous terre. Si donc l'espèce humaine doit continuer à exister, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir des enfants. Enfants auxquels on ne peut pas demander leur avis avant de les mettre au monde. Tout parent a entendu ses enfants adolescents commencer une phrase au moment de leur période de révolte par « et puis j'ai pas demandé à venir au monde », ce qui est parfaitement exact. Personne n'a demandé à venir au monde. La naissance est quelque chose de profondément antidémocratique. Donc l'idéal d'une démocratie absolue serait une espèce humaine qui ne se reproduirait pas. Puisque tous les membres existeraient en même temps, pourraient se mettre d'accord sur des règles de bon voisinage, de tolérance mutuelle, mais ça ne durerait évidemment pas trop longtemps. C'est ce que j'appelle, avec un jeu de mots d'ailleurs étymologiquement fondé, la difficulté majeure du sécularisme. Ce qui est séculier, comme le mot l'indique, c'est ce qui dure un siècle, saeculum en latin. Et j'ai l'impression que la logique interne du sécularisme serait de faire que l'espèce humaine ne dure qu'un siècle. Et puis qu'après, on ferme la boutique. Alors si nous ne voulons pas cela, il faut avoir des raisons pour le vouloir, et il faut ce que j'appelle une transcendance. Quelque chose qui nous pose, quelque chose dont nous dépendons, dont on peut penser que cette chose est bienveillante. La nature ou Dieu sont toujours conçus comme des instances bienveillantes qui veulent notre bien. Sans le recours à cette transcendance, je crois que l'histoire humaine, si elle était logique avec elle-même, se terminerait assez vite. Vous êtes des merveilles.